Michel Seymour est un philosophe et un professeur québécois qui enseigne à l'Université de Montréal depuis 1990. Il a présidé la Société de philosophie du Québec de 1994 à 1996. Il s'est surtout intéressé à la philosophie politique, à la philosophie du langage et à la philosophie de l'esprit. Mais Michel Seymour est aussi un homme de terrain et un militant qui ne cache pas ses solidarités, en particulier avec les étudiants, et contre une certaine idée marchande de l'université. Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue sur le plateau de dialogue. Au fond, notre objectif est très simple, c'est nous ouvrir l'esprit sur les grands enjeux qui traversent notre temps, et en particulier aujourd'hui sur ce qu'on pourrait appeler la prise de parole citoyenne. Alors, pour en parler, d'abord l'expert, évidemment, et nous avons, bonjour Michel Seymour, professeur à l'Université de Montréal. Vous savez, Monsieur Seymour, que vous êtes observé et écouté, mais écouté de façon intelligente, par Simon Tremblay-Pepin, qui est juste derrière vous. La caméra va le signaler, on va le voir prendre fébrilement des notes tantôt. Et dans une deuxième partie, il réagira, mais au sens de la poussée aéronautique, à vos propos. Et enfin, on fera à la fin, peut-être pas une synthèse, mais enfin une poursuite de débat qui pourra éclairer ceux et celles qui nous font confiance et qui nous écoutent. Alors, j'ai annoncé la prise de parole citoyenne. Vous êtes philosophe, professeur à l'Université de Montréal, et vous avez, comme on dirait très franchement, mais pas vulgairement, vous avez la langue bien pendue, et de temps en temps, médiatiquement, elle fait, comme on dit, son petit effet. Donc, vous êtes au cœur, finalement, de la prise de parole publique, vous et quelques autres. Peut-être la première question que j'ai envie de vous poser, c'est... Il y a beaucoup de gens qui parlent dans l'espace médiatique. Il y a toujours l'expert de service, l'intellectuel de service aussi, le média, le journaliste ou le chroniqueur, l'élu de service également, des fois avec un petit peu de sel avec l'opposition. Monsieur, madame, tout le monde, à part les micro-trottoirs, ils ont beaucoup de mal à prendre position dans la société. Il faut dire qu'ils sont sollicités de toutes parts. Il y a beaucoup d'informations qui circulent. C'est une bonne chose en principe, mais c'est aussi un effet de saturation et la population alors devient plus ou moins sensible à la formulation des détails au sujet d'un événement et va être davantage préoccupée d'aller chercher l'essentiel, ce qui l'ouvre aux médias qui fournissent une nouvelle continue, mais ce qui aussi la confine autant à la télé à cause de ça que dans le métro avec les journaux qui sont distribués gratuitement, à de l'information parcellaire, sommaire, qui ne la rend pas toujours apte à se faire une idée précise. Alors, la démocratisation apporte son lot de solutions, mais aussi son lot de misère. Une population informée très sommairement, bien que davantage de gens s'informent. C'est ça. Et avec le danger aussi que, comme on dit, les solutions simples, mais simples, on voit ce que ça donne, les dérapages radicaux, j'allais dire, non seulement peuvent entraîner, on le sait, des jeunes vers le terrorisme, par exemple, mais monsieur et madame tout le monde pourrait se dire, ah oui, pourquoi pas un parti d'extrême droite, pourquoi pas un parti, il parle bien, il cause bien dans le poste. Hein? Et il faut bien comprendre comment les choses se présentent. C'est souvent la peur qui vient tout d'abord s'immiscer dans l'esprit des gens. Un événement fortement médiatisé où on voit quelqu'un se faire couper la tête, les gens ne voient pas ça, tant mieux. Moi, j'évite de regarder ça lorsque ça circule. Je ne peux pas m'imaginer regarder une chose comme telle, mais ça fait quand même la nouvelle. Ça crée de la peur, et cette peur-là fait que l'intérêt de la population est logé à l'enseigne de ce genre d'événements. Et les journalistes, dès lors qu'ils ont quelque chose qui, le savent-ils, se trouve à toucher les gens, à les titiller, eh bien, ont l'impression d'avoir un scoop.
Et ça fait une nouvelle qui très souvent s'arrête sur des détails pour examiner la position peut-être radicale de tel et tel individu. Et ça nous amène à avoir une vision assez tranchée des bons et des méchants. Et c'est le terreau fertile à des réactions un peu viscérales à l'égard de l'étranger qui risque de nous envahir. Ah. Et là, on est dans de la xénophobie qui peut donner lieu à des réactions parfois même racistes de la part de la population. Alors, la dérive peut apparaître comme ça. On part de la peur et on aboutit à cause des médias qui sont à l'affût de ce qui suscite de l'intérêt auprès de la population, à des visions un peu stéréotypées qui attisent les sentiments xénophobes auprès de la population. C'est ça. Alors, ce qui fait que si moi, monsieur, madame, tout le monde, comme on dit, le monde ordinaire, a bien du mal à s'y retrouver là-dedans. Ceux qui veulent un petit peu réfléchir, savoir pour qui on doit voter, ou savoir si on doit faire passer un pipeline ou si on doit faire passer le train, par exemple, pour un exemple lié à la politique énergétique. Voilà. Comment ils font, les gens, comment on peut faire pour s'en sortir et trier là-dedans? C'est ça, finalement. Et ce, d'autant plus que nous savons tous, si nous sommes informés auprès des groupes écologistes, par exemple, si vous mentionnez la question du pétrole, que de toute façon, c'est ce genre de débat entre le pipeline et le train, c'est un faux débat puisqu'on aura besoin des deux. On a besoin des deux. C'est inévitable. Alors, et je dis on a besoin, ça exclut la personne qui parle. Mais ce que je veux dire, c'est que si jamais, quand on est en face de problèmes comme ceux-là, il faut savoir, au fond, comment s'informer. Il faut savoir que la production de pétrole en Alberta occupe tellement de place dans la politique canadienne que ce n'est pas vraiment un débat entre le pétrole par les pipelines et le pétrole par le train. Et il y a plein de détails qui vont échapper à la population et qui requièrent qu'on aille chercher l'information là où elle se trouve. Elle ne se trouve plus beaucoup dans les journaux, alors qu'il y a très souvent plus de chroniqueurs que de gens qui font du journalisme d'enquête. C'est pas toujours la faute des journalistes eux-mêmes qui ne demanderaient pas mieux d'en faire, mais on compte de plus en plus sur les doigts de la main à la télé ceux qui font du véritable journalisme d'enquête et qui vont au cœur d'une question pour apporter toutes les nuances qui s'imposent. D'ailleurs, je remarquais, je ne citerai pas le journal pour faire de peine à personne, mais tout le monde va comprendre, il y a des journaux qui sont remplis de publicité et de bien d'autres choses et plein de couleurs et de gros titres, entre lesquels on voit de se multiplier les blogueurs de toutes sortes. Oui. Hein, on va chercher de la vedette, de leader d'opinion, mais comme vous dites, le journaliste, il n'y en a plus. C'est ça. Et c'est assez étonnant parce que très souvent, ces gens qui sont des blogueurs ou qui ont des opinions, qui expriment des opinions politiques dans les journaux, sont appelés à couvrir des dizaines de sujets différents. Et ce qui est très étonnant, c'est lorsque ces gens-là réagissent contre, par exemple, des étudiants qui prennent position dans un débat et qui sortent de ce qu'on appelait leur corporatisme. Dans ce cas-là, on est surpris de voir ce genre de choses et on les critique, ces étudiants. Alors, ce qui m'apparaît un peu déplacé parce que c'est des citoyens qui prennent position dans un débat. Oui, mais les étudiants, c'est forcément des gens qui sont trop jeunes pour penser, qui sont trop jeunes pour s'exprimer, des mineurs. Il fut un temps où c'était peut-être vrai, ça. Et à mon époque, à notre époque, il me semble que ce sont davantage eux qui n'ont pas complètement oublié les idéaux. Et les gens d'un certain âge, je ne veux pas faire de l'âgisme, mais vu que je suis concerné directement par les âges avancés, attention au dérapage. Je peux me sentir un peu à l'aise de dire qu'il y a une certaine sclérose qui s'est installée à cause du bipartisme, parce qu'il n'y a plus de surprises. Les gens ont intériorisé une trop grosse dose de réalisme et on se retrouve avec une génération qui n'est surprise de rien. Eh bien, moi, j'estime que ceux qui sont porteurs de véritables changements et qui ont de l'audace, ce sont les jeunes en ce moment. Alors, c'est pour cette raison qu'en 2012, moi, je me suis retrouvé à leur côté. Oui, vous avez même publié là-dessus. J'ai été amené à ne pas vouloir oublier ces événements qui ont été majeurs dans ma vie
parce que je revoyais mes idéaux de jeunesse réapparaître, refaire surface grâce à cette génération de jeunes étudiants engagés, politiquement engagés. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs dans ce mouvement social, non seulement il a entraîné le reste du Québec, si j'ose dire, derrière lui, au point de faire chuter un premier ministre qui avait encore, malgré tout, sa légalité, sinon sa légitimité, mais en plus, ils ont su dépasser, peut-être grâce à des gens comme Dominique Champagne, ils ont su dépasser ce qu'on appelle la cuisine corporative, touchez pas à notre pognon, arrêtez de faire casquer nos parents des droits de scolarité. Ça a été beaucoup plus loin, ça sentait le projet de société finalement. Et encore une fois, on peut dire que c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui constitue l'élément, le baromètre de ça. Il a été un peu à l'avant-garde, autant dans le premier mouvement, celui des étudiants, que dans cette histoire du pétrole où il a réussi à faire ramasser 400 000 $ pour des groupes environnementaux. Oui. Et il s'est impliqué, il s'implique régulièrement dans plein de causes, mais il s'est impliqué aussi dans cette cause-là. Oui. Est-ce que c'est une voie, puisqu'on parle de Gabriel Nadeau-Dubois, que je connais bien aussi, est-ce que c'est vraiment... est-ce que ça peut donner goût aux gens qui nous écoutent de dire comment je pourrais être Gabriel Nadeau-Dubois, moi? Hein? Parce que lui, manifestement, c'est un étudiant, c'est un gars qui fait marcher son cerveau, c'est un gars qui était très bien encadré, je veux dire, par le corps professoral à l'UQAM et à l'Université de Montréal. Il avait des inspirateurs, je pense à M. Nadeau, par exemple. Mais moi, là, encore une fois, qu'est-ce que je peux faire? Oui, bien, c'est sûr que des gens comme ça ont un rôle d'émulation. Ils incitent les autres à faire pareil. C'était extraordinaire de voir ces jeunes très articulés. Ils étaient 3 leaders étudiants, mais très articulés. C'était une surprise pour plein de gens de voir cette jeunesse bien davantage éduquée que les aînés. Encore une fois, j'hésite à parler de cette façon, mais je pense que c'est vrai. Et je ne sais pas si ça peut servir d'exemple pour la population en général, mais certainement pour la jeunesse qui le suit. Inévitablement, il y a des centaines de Gabriel Nadeau-Dubois en ce moment, je crois. C'est ça. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, là où j'ai envie de réagir, c'est ça prouve que tout cet effort depuis le ministère de l'Éducation et ses conséquences, la commission parents, etc., n'a pas été vain. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faudrait aussi régénérer ça, c'est-à-dire apprendre aux gens à lire le réel et non pas à lire les sensations qui l'entourent, qui le nourrissent, qui l'engluent également. C'est sûr qu'il faut passer à cette étape, la démocratisation de l'information via les réseaux sociaux, via les journaux gratuitement disponibles, via la télé, via les émissions d'information, les canaux de diffusion à la télé qui sont désormais à temps plein voués à l'information, que cela crée des conditions favorables à ce qu'on puisse aller plus loin. Mais pour qu'on décide de le faire, il faut d'autres facteurs. Il faut qu'on s'intéresse au savoir. Il faut que l'éducation nous apparaisse importante. Il faut que chaque individu veuille aller plus loin dans ce qu'il sait. Il faut qu'il lise. Et alors là, on touche avec chacun de ces enjeux, des enjeux majeurs de notre société. Que le livre n'ait pas encore atteint un prix unique, ou plus exactement, parce que ce n'est pas le prix unique, c'est pendant 9 mois, le prix est baissé d'un certain pourcentage, est rendu disponible. Il faut que ces choses-là soient mises en place pour qu'on crée d'autres conditions favorables pour que les gens choisissent de s'informer. De la même manière, il faut que le système d'éducation s'améliore. On a fait des pas de géant, mais il faut aller plus loin encore. Il faut des investissements pour améliorer à nouveau le ratio étudiant-professeur. En 1998, le ratio étudiant-professeur oscillait autour de 18 étudiants pour un professeur quand on tient compte des études avancées. 10 ans plus tard, c'était à 25 pour 1, en gros, là, en tenant compte même de l'apport des chargés de cours. Ça change beaucoup la donne en termes de formation et il faut toujours apporter davantage de nouveautés dans le système d'éducation, de l'argent bien sûr,
mais viser par cet argent, non pas les dérives immobilières que nous avons connues et qui amènent des projets immenses à se réaliser, mais aux dépens de l'éducation en tant que telle. Alors, plein de gens parlent de tel et tel projet, qu'il s'agisse du CHUM, qu'il s'agisse de la gare de triage d'Outremont et de l'Université de Montréal qui envisage de se développer là. Il y a plein d'autres projets comme ça qui apportent beaucoup d'importance, qui ont beaucoup d'importance aux yeux de la population, mais il faut aussi améliorer le rapport étudiant-professeur et notamment le ratio, à l'université en l'occurrence. C'est essentiel qu'il y ait une formation beaucoup plus adaptée. Est-ce qu'il ne faut pas aussi s'interroger, là encore on ne nommera personne pour éviter que nous soyons en prison d'ici 8 jours, ou qu'il y ait des plaintes diffamatoires contre nous, mais est-ce que les équipes dirigeantes de nos universités ne sont pas elles aussi prises dans la marchandisation? Il faut 45 000 étudiants à l'UQAM, il faut une espèce de marketing systématique et fébrile. C'est incroyable qu'on en soit arrivé là. Les recteurs des universités sont des patrons. Leurs salaires sont ceux de patrons. Leurs primes de départ sont ceux de patrons. La collégialité disparaît de plus en plus. Les recteurs ont été du côté de la loi 12, le projet de loi 78. Ils ont été parmi les seuls à l'être. Tout le milieu juridique informé dénonçait le projet de loi 78 du gouvernement libéral de Charest. Les recteurs ont été de ce côté-là. Les recteurs négocient en catimini avec le gouvernement. La transparence n'est pas au rendez-vous. Tout se passe dans les conseils d'administration sans aucune transparence. On ne sait pas ce qui se décide là. On dépense des millions en publicité pour attirer les étudiants. On mène une lutte de compétition comme si on était entre entreprises, entre les universités, en plaçant un de ces pavillons à proximité de l'université concurrente. C'est vraiment une modification profonde de l'université qui prend la forme d'une entreprise de plus en plus. Et pour moi, au cœur de cette question-là, il y a la péréquation interfacultaire. C'est un terme savant qui dit que les facultés plus lucratives doivent aider les autres facultés qui ne parviennent pas à réaliser l'équilibre budgétaire. C'est comme ça dans toute bonne université. On finance ce qui n'est en principe pas rentable, mais essentiel pour la formation, par les unités qui, elles, font davantage d'argent. Si on n'a pas ça dans les universités, on perd quelque chose d'essentiel. Et c'est en train de disparaître dans les universités. Ce que vous dites finalement, c'est que l'université qui était à l'origine, on ne va pas remonter de plus de 8 ou 10 siècles, mais qui était à l'origine un des fondements de la culture critique et de la démocratie, est devenue une business finalement. C'est ça que vous dites? Bien, écoutez, je crois qu'il n'y a plus de doute à cet égard. C'est à travers le monde entier aussi que plein de gens réagissent. Que ce soit Noam Chomsky, Martha Nussbaum ou Alain Renaud en France ou Stéphane Cologny en Grande-Bretagne ou ici même au Canada, Côté et Al-Azhar et au Québec aussi, Normand Maillargeon et plein d'autres. Il y a une unanimité quant au constat de la transformation des universités en entreprises. C'est une conception entrepreneuriale. Ce n'est pas nécessairement que la recherche est financé directement par l'entreprise. Il y a ça, et ça croît constamment, mais c'est davantage que l'université, dans le cadre d'une économie du savoir, prend les couleurs, les orientations d'une entreprise. Le professeur est mesuré à l'aune de ses publications, de ses subventions et des étudiants qu'il forme. Et les étudiants qui paient très cher leur droit de scolarité veulent avoir des notes et veulent avoir le diplôme pour déboucher vers un emploi. On perd beaucoup du sens même de l'université qui est une formation, une culture, un esprit critique, une vision des choses où on peut discuter de tout et où la liberté académique règne. De plus en plus, elle est mise à mal, la liberté académique à notre époque. Parce qu'il faut être à notre affaire en tant qu'employé de l'université. Autrement dit, moi, si je suis citoyen, je vous écoute, là, je commence à frémir et à être encore plus peureux et inquiet que tantôt. Je ne devrais donc peut-être pas dire toutes ces choses, mais c'est la vérité. Et de la vérité et de la prise de conscience des faits peut naître une révolte. Ça commence par une indignation.
ça se transforme en révolte et ça se traduit non pas seulement par des bulletins de vote, mais par d'autres formes d'engagement dans la transformation de la société. Ben, merci beaucoup, Michel Seymour. Voilà, le décor est planté, mais le contenu est là aussi. Merci. Je vais aller donc vers notre ami Tremblay-Pepin. J'ai hâte de connaître toutes ces réactions. Merci beaucoup. Simon Tremblay-Pepin est un jeune et brillant chercheur, membre de l'excellente équipe de l'IRIS, Institut de recherche et d'information socio-économique. Il complète un doctorat en sciences politiques à l'Université York, où il se concentre sur le lien entre l'économie et les structures démocratiques. Militant, consultant en relations publiques, il s'est impliqué dans divers médias et organisations. Ses intérêts de recherche sont les systèmes politiques, les finances publiques et les perspectives de démocratisation économique. Monsieur Tremblay-Pepin, heureux de vous retrouver une fois de plus et pour notre plaisir et celui de ceux qui nous écoutent. En réaction donc aux propos de Michel Seymour, on pourrait dire l'avenir est à la jeunesse. Est-ce que ça... Je ne sais pas, parce que, en fait, je vous écoutais parler de cette parole citoyenne et c'est drôle, je remarquais de quelle façon on aborde la question maintenant. C'est-à-dire que, inévitablement, on est attiré par la question des médias. Hein? Oui. On veut parler d'engagement citoyen, on veut parler de prendre la parole et tout ça. Puis, je dirais que les médias occupent l'espace public, mais de la même façon qu'on occupe un bureau de ministre, si je peux dire. C'est-à-dire qu'ils prennent tellement d'espace que le reste de l'espace public nous vient pas spontanément à l'esprit. Alors, on a de la difficulté à saisir même comment cette prise de parole pourrait se faire dans l'espace public, en dehors de, les espaces bien cadrés des pages opinion et des vox pop, comme vous évoquiez, où on va, dire notre commentaire, mais ça va rester justement au niveau de l'opinion, des goûts, des couleurs. On entendra, il y en a certains qui aiment ceci, d'autres aiment cela, et on finit là. Je pense qu'on a beaucoup besoin, et je l'entendais de façon très éloquente dans les propos de M. Seymour, à dire, il nous faudrait un espace où on peut avoir cette réflexion en commun. Et on cherche cet espace dans notre société. Et je constate aussi que c'est très difficile de mettre le doigt sur comment s'organiser, comment penser démocratiquement, alors que toutes les technologies sont là. Hein. On a une quantité incroyable de technologies pour communiquer entre nous, pour faire 1000 choses, mais jamais ça passe au niveau de la prise de décision politique, de l'organisation et tout ça. Sauf, bien sûr, dans les mouvements sociaux, où là, puis vous y êtes arrivé, effectivement, où là, on essaie de s'organiser, on essaie de changer les choses et de transformer la société. À l'UQAM, dans les premières années, il y avait l'ancienne Église. L'Église, oui. C'est Ecclésia, c'est l'Assemblée, hein? En principe, en tout cas étymologiquement. Et effectivement, ça avait été conçu comme... C'est pour ça qu'ils l'ont gardé. D'ailleurs, c'est peut-être pas la beauté de l'édifice. C'était vraiment pour permettre un espace public de débat, etc. Et dans ce bâtiment-là, il y a l'Agora. Oui, c'est ça. Au centre de ce bâtiment. Agora Ecclésia, c'est ça. Ah, ouais. Or, par exemple, votre propre expérience, c'est l'expérience de l'IRIS, Institut de recherche et d'information socio-économique. Vous êtes à côté, mais vous n'êtes pas dans l'université. Ben oui, effectivement. Vous n'êtes pas un laboratoire, vous n'êtes pas... Non, pas ni une chaire de recherche. En fait, on ne reçoit aucun financement public, ni aucun financement d'entreprise privée. C'est pensé, je pense. Bien sûr, ça avait pour volonté de nous garder de l'indépendance, évidemment. Et de ne pas dépendre ou des humeurs du moment des gouvernements ou des organismes subventionnaires et surtout des subventions des gouvernements aux organismes subventionnaires, ce qui est encore plus changeant. Mais de l'autre côté, de ne pas dépendre évidemment des gens qui sont là pour faire de l'argent. Donc, on s'est donné cette volonté d'avoir un... Évidemment, sans demander, hein,
de sacrifier un peu sur les salaires au départ, d'avoir des moyens plus modestes que ce qu'on peut obtenir. Mais de l'autre côté, ça nous a permis de travailler d'emblée sur les choses qui nous intéressaient et étrangement, ou peut-être de façon révélatrice, dès le début, la question d'éducation, dont vous avez beaucoup parlé, la question de la gratuité scolaire, ça a été parmi nos premières armes d'essayer de bien comprendre le monde universitaire, de le regarder un peu de l'extérieur, mais en même temps, on y était tous aussi, on était à compléter notre formation et tout ça. Alors, évidemment, c'est un lieu qui est très formateur et c'est pas pour rien. J'entendais cette réflexion sur la liberté et les idéaux qui habitent la jeunesse, qui l'ont habité en 2012 et qui continuent de progresser. Mais c'est pas pour rien que c'est là que ça se passe. C'est-à-dire que quand il y a cette rencontre avec la pensée, quand il y a cette rencontre avec le moment pour se remettre en question, il n'y a pas beaucoup d'autres étapes dans la vie où la rencontre est aussi forte, est aussi peut nous remettre en question de façon aussi profonde. Et je pense que c'est des moments charnières dans une vie. Est-ce que vous constatez, parce que bon, je comprends très bien l'idée d'un espace indépendant pour assurer une certaine objectivité, une certaine sérénité, tout en assurant au moins la survie des gens au niveau des moyens. Donc, ça va, ça. Mais est-ce que vous constatez, depuis les débuts de l'IRIS, ça fait 10 ans? 15 ans cette année. Excusez, oui, on fête notre 15e. Oui, c'est ça. Avec la dépossession, et le mot est intéressant. Est-ce que vous constatez qu'il y a davantage d'interaction? C'est-à-dire que monsieur, madame, tout le monde vous blogue, vous écrit... Bien, c'est sûr que ça s'est amélioré avec le temps. Oui. On en est bien content, d'ailleurs, parce qu'il fallait que ça progresse. Donc, on a vraiment on est choyé, en fait, et dans la réaction des gens et même notre couverture médiatique, qui n'est jamais parfaite et qu'on souhaiterait toujours plus grande, on peut difficilement se plaindre à l'IRIS de mal être couvert. Et là-dessus, il me semble, ça nous permet de revenir à notre sujet, il me semble que c'est révélateur de l'espace médiatique d'aujourd'hui. C'est-à-dire, en revêtant le sarrau de l'expert, nous nous sommes assurés une certaine couverture. Mais cette couverture-là est en partie empoisonnée. Parce que c'est justement cette parole citoyenne, la parole du monde ordinaire, elle s'éclipse beaucoup dans notre société face à la parole de l'expert, face aux gens qui viennent nous dire de quoi il faut parler. Et il me semble que, bien sûr, il fallait jouer ce rôle-là pour au moins donner la réponse, la contradiction aux gens d'en face. On trouvait ça nécessaire, bien sûr. Mais une fois que cela est dit, on participe néanmoins. Hein? On met de l'eau au moulin de la structure médiocratique qui se nourrit aux experts de tout genre et de tous acabit, qui ont surtout pour qualité, non pas la grande, et c'est Pierre Bourdieu qui disait ça à propos des médias, qui ont peut-être pas la grande réflexion pour qualité, mais d'abord et avant tout d'être de bons communicateurs. Et je ne sais pas si, comme société, on y gagne tant que ça, d'avoir les meilleurs communicateurs, mais pas toujours les gens qui ont la plus grande réflexion au sein de notre espace public. En écoutant M. Seymour tout à l'heure, je le trouvais peut-être un peu pessimiste, mais porteur de vérité dans la mesure où il nous disait, attention, la démocratie, justement, elle est menacée parce que le savoir, il est devenu une espèce de marchandise, les institutions sont devenues des grands magasins, plus ou moins sur la culture, mais surtout, c'est le registraire qui devient important à l'UQAM, finalement, et les services de communication. Il y a un problème, là, pour le citoyen ordinaire, alors que l'université, c'était vraiment l'idéal total pour se libérer, se développer, être mobile socialement. Et c'est en s'appuyant sur ce symbole qu'est l'université qu'on a transformé la force de cette idée en une image de marque. Quand on utilise les grandes écoles américaines, Harvard, Yale, etc., font usage de cette image de marque pour aller chercher plus de gens et de l'argent, etc. Ouais. Quand on prend ça, c'est une corruption au sens propre de l'idée d'université, où on est en train de dire, en fait, ici, il ne s'agit que de branding, qu'on agite devant les gens et on dit, viens ici, le fait que tu puisses accoler ce logo sur toi
t'amènera à avoir plus d'argent. C'est la seule proposition qui est faite au final. C'est en ça qu'elles deviennent attirantes, les universités, et elles entrent toutes dans cette logique de compétition entre elles, de ranking, où on se compare les unes aux autres et où on dit « Ah oui, mais nous, on a plus de points, donc c'est une meilleure, vous allez plus vous placer, etc. » Mais ça perd complètement le sens de « Mais qu'est-ce qu'on fait là? » Pourquoi on passe autant de temps? Et bon, sur ce plateau, nous sommes quand même 3 personnes qui y avons passé beaucoup de temps. Vous m'avez devancé, mais quand même. Et pourquoi on y passe tant de temps si c'est pour seule fin d'amener des gens à dire, bon, ben voilà, vous pourrez briller de tout votre éclat sur le marché du travail et trouver un emploi, et merci, ce sera terminé. Et alors la pensée, et alors la culture, et tout ça, on dirait que c'est complètement oublié dans ce principe-là, sauf comme des petits agréments. Donc, on dit, ah, mais c'est bien sympathique aussi. Il y a une vie sur le campus très bien, puis il y a des restaurants pas chers autour. Et accessoirement, il y a une bonne bibliothèque. C'est ça. Donc, c'est la bohème en plus. Alors, voilà. C'est parfait. Donc, on a vraiment cette image-là. Ouais. Et il me semble que c'est une institution qui s'effondre avec cette vision-là de l'université. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'on fait pour reconstruire? Bien, je pense qu'on a de toute évidence, dans le mouvement étudiant, entendu des gens qui soient pendant leurs études, avant leurs études. Il faut bien comprendre qu'en 2012, là, il n'y a pas grand monde qui était dans la rue, qui allait subir la hausse des frais de scolarité. Ouais. Ce pourquoi ils et elles allaient se battre dans la rue, c'était contre une certaine idée de ce que l'université devait devenir. C'était contre ça qu'il y en avait, et donc une certaine idée de ce que notre société devait être. Et c'est dans cette société-là qu'on disait, moi, je refuse de vivre là-dedans. J'ai pas le goût d'aller vivre dans cette société-là. Et ça me semble extrêmement intéressant comme fondement pour reconstruire ensemble. Encore faut-il, et on revient à notre question de départ, avoir des lieux où il est possible d'en débattre et que le débat ne soit pas que paroles futiles lancées, mais bien clairement des prises de décision collectives où on dit, on en a parlé, on a débattu, maintenant, avançons, faisons quelque chose. Transformons l'université ou les médias qui ont bien besoin d'être transformés. Je viens de finir le livre de Jacques Kebble sur Québec Presse, ce qui nous ramène que ça fait très longtemps qu'on se dit qu'on devrait changer les médias et ils ne changent pas très vite, honnêtement. Oui. Est-ce que, je parlais tout à l'heure dans une pause d'Ivan Illich, est-ce que finalement il n'y a pas un problème interne à la mécanique institutionnelle qui fait qu'elle se corrompt elle-même et autrement dit, vive le communautaire, vive l'à côté de l'université avec l'Iris, vive la retraite de Seymour parce qu'il pourra vraiment reconquérir sa totale liberté. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on rentre dans ces... Et autrefois, on avait un mot, hein, à la suite d'Althusser et des autres, là, on parlait d'appareil idéologique d'État. On avait vraiment l'impression qu'on vous refaisait la dentition, en fait, les appareils, mais c'était là-dedans, là. L'alternative, il me semble, ça va être à côté, non? Donc la critique de gauche de l'université, critique qui est plus tellement à la mode, hein? C'est vraiment là-dessus le bulldozer de la droite qui a pris toute la... Est-ce qu'elle est valable, cette critique? Elle ne manque pas d'intérêt. La critique des organisations comme des institutions, pour reprendre du vocabulaire de Michel Freytag, mais des institutions qui se seraient transformées en organisations et qui auraient perdu leur sens et tout ça. Le naufrage. Et qui nous auraient, qui nous encadreraient, qui rendraient nos vies de moins en moins fertiles en idées, de plus en plus bureaucratisées, etc. Moi, cette critique de gauche-là, je lui accorde une certaine valeur. Je pense qu'il y a une réflexion à y avoir sur le devenir bureaucratique de nos sociétés. Le livre Dépossession que l'IRIS a publié a une part de réflexion sur cette question-là. Cela dit, et ce que ça nous dit, c'est peut-être on ne sera pas sauvé par la technocratie. C'est pas les technocrates et les bureaucrates étatiques qui vont tout régler. Ça, je pense qu'il faut garder en tête cette réflexion-là. Cependant, là où, pour moi, je décroche de la critique, disons, gauchisante ou libertaire des institutions, c'est quand la proposition, c'est « mettons le feu à toutes les institutions ». Débarrassons-nous de tout ça, ce n'est qu'oppression.
Ce n'est que quelque chose qui vient nous dire quoi faire. Mais bien au contraire, elles sont les fondements de la liberté, ces institutions-là. Il s'agit maintenant de s'assurer qu'elles soient à la hauteur de leurs propres idéaux. On va en parler avec le professeur Seymour. Dans la fin de cette émission, je vous invite à rejoindre cet esprit brillant qui nous a tellement bien nourris tantôt. Pour nous faire parvenir vos commentaires et suggestions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse indiquée à l'écran. Visitez aussi notre site web pour approfondir le contenu de l'émission et connaître nos suggestions de lecture en lien avec le thème de cette semaine. Messieurs, c'est tellement riche qu'on ne sait plus par quel bout le prendre. Mais j'espère que ceux et celles qui nous écoutent sont de plus en plus nombreux à mesure que l'émission se déroule. On a beaucoup parlé de l'université, du savoir, et on a, je pense, bien fait, parce que s'il y a un fondement de la démocratie, ça commence comme ça. Pour animer et enrichir le débat public, encore faut-il qu'il y ait des artisans du savoir. Mais j'aimerais qu'on revienne aussi sur ce qu'on appelle le citoyen ordinaire lambda et qui nous écoute en se disant est-ce qu'il va falloir que je m'inscrive à l'université, laquelle, et où est-ce qu'il va falloir que je m'inscrive à l'IRIS, ce que je lui conseille de faire, c'est moins cher que les droits de scolarité. Monsieur Seymour, à vous la parole d'abord peut-être. Oui. Il y a actuellement, les citoyens sont des témoins très bien placés pour savoir qu'il y a dans le débat démocratique des obstacles qui sont assez préoccupants, comme par exemple la poursuite Bayon, c'est ça, où on poursuit quelqu'un qui dit la vérité, mais pouf, ou qui a une opinion contraire à nos intérêts, et là on lui demande, je ne sais plus moi, des millions, et puis il ne peut même pas payer son avocat. Je pense aussi au Bayon à l'Assemblée nationale. Bon, on pourrait continuer comme ça. Il y a un certain nombre d'obstacles. Oui, de coups de cisaille. Oui, oui. Et alors c'est ça, si on essaie de quitter un peu l'université et de penser aux citoyens en tant que tels, ma façon d'aborder la question va inévitablement faire de moi ce que je suis un peu, à savoir un intellectuel. À titre d'intellectuel, l'intellectuel intervient dans la société, Sartre disait, en se mêlant de ce qui ne le regarde pas. Et malheureusement, on le signalait tantôt, on va autoriser dans les médias, et pour moi les médias, comme on le soulignait, c'est effectivement essentiel, à l'engagement citoyen. On va considérer dans les médias la personne qui détient un savoir, qui est un expert. Et de cette manière, l'intellectuel est un peu mis au rencard. Et il faut trouver, à mon sens, le moyen de redonner à l'intellectuel ses lettres de noblesse, parce qu'il est en quelque sorte un citoyen comme les autres qui s'intéresse à un sujet dont il n'est pas l'expert. Et si les citoyens correspondent à une figure, ça ne peut pas être celle de l'expert. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que tous les citoyens aillent à l'université, s'instruisent dans des gros bouquins épais, mais qu'ils s'alimentent auprès d'individus qui agissent comme intellectuels et qui, d'une certaine façon, même s'ils sont intellectuels, sont davantage près de la population parce que ce sont des gens qui s'impliquent, s'engagent, réfléchissent, sans nécessairement avoir une expertise toujours dans le domaine. On peut, même si on n'a pas une expertise, très souvent, se faire une idée assez sophistiquée sur le plan argumentatif des enjeux, parce qu'on met en évidence un présupposé qui n'a pas été évoqué. On interroge en posant des questions qui n'ont pas été posées. Alors, il y a plein de lieux d'intervention des intellectuels qui, me semble-t-il, devraient avoir davantage de place au niveau des médias. Et si c'était le cas, je pense que les citoyens, alors, pourraient davantage s'identifier à des gens qui les éclairent sans nécessairement être experts. Êtes-vous un expert ou un intellectuel? Mais c'est très intéressant, cette réflexion-là, parce que
Elle me rappelle beaucoup Gramsci, en fait, qui nous présentait les intellectuels d'abord comme des gens qui choisissent de s'engager. C'est d'abord, on est intellectuel à partir du moment où on participe à la bataille des idées. Et là, vous savez, avec ce critère très, très bas, beaucoup de gens passent du côté des intellectuels, c'est-à-dire tout le monde qui, un jour, se dit « ça m'intéresse, j'aimerais ça changer les choses là-dessus, j'aimerais mieux comprendre. » Oui, ils s'informent un peu, bien entendu, mais surtout, ils réfléchissent, questionnent, débattent avec les gens autour d'eux. Alors là, on entre dans une société qu'on qualifierait de politique, tout simplement. Hein? C'est-à-dire que les gens s'y impliquent parce qu'ils sont des êtres humains, des êtres politiques et qui veulent débattre avec d'autres dans la cité. Alors, il me semble que là, on touche à quelque chose où, effectivement, je suis tout à fait d'accord, on exige de personnes la formation universitaire, la réflexion pointue, et on ne nie à personne la pertinence de sa réflexion en disant, ben oui, des gens qui ont travaillé pendant des années sur un sujet très particulier, mais on veut les entendre, mais bien entendu qu'on veut se nourrir à leur expertise. Mais, et là, c'est la différence dans notre société, on a donné énormément d'espace décisionnel, d'espace où on dit, ben voilà, les experts, eux, le savent, ils ont juste à prendre des décisions. Et nous, ben, on va choisir les meilleurs experts. Ça va être ça notre travail comme citoyen, c'est de dire, ben, entre tel expert et tel autre, on va prendre celui qui nous semble le plus probant. On pourrait poser la question, à partir de quelle expertise? D'ailleurs, pouvons-nous débattre de quel expert est le meilleur? Mais plus encore, qu'est-ce qu'on vient d'abandonner, là? On vient d'abandonner ce qui fait de nous des êtres humains. On vient de dire, ben, alors nous, on reste chez nous, on s'occupe de notre jardin, et puis c'est le repos et tout ça. Il me semble qu'il y a quelque chose d'autre qui nous est promis. J'ai envie de... Vous savez, il y avait un philosophe, je ne sais pas si vous connaissez, il est très peu connu dans le monde, il s'appelait Mao Tse-tung, accessoirement militaire, et qui disait quelque chose qui est intéressant dans son tout petit livre rouge. Il disait c'est la pratique qui fait les idées justes. Et j'ai envie de vous relancer la balle là-dessus, parce que vous êtes aussi bien un professeur, comme on dit, un penseur, un philosophe, hein, vous avez même écrit un livre là-dessus, mais vous êtes aussi un militant, un type qui descend dans l'arène. La pratique, est-ce que c'est pas aussi une école de pensée? C'est pas seulement l'école ou les livres ou les médias, comme on les évoquait. Oui. Effectivement, je pense qu'on tombe exactement dans ce qui a été, pour moi, ma manière d'aborder les problèmes de société. Je n'ai, la plupart du temps, pas fait intervenir mon champ d'expertise. Ça m'est arrivé de le faire, en particulier dans mon ouvrage sur l'université. Mais en général, j'interviens en tant que citoyen. Et j'interviens pour prendre position sur une foule de sujets. Sur des sujets, au départ, que je ne maîtrisais pas du tout. Et en faisant ça, il me semble que, dans le meilleur des cas, je donne un certain exemple. Et c'est d'abord avant tout un engagement. Tellement un engagement que mes collègues me soupçonnent d'être sur le point de m'engager dans un parti politique. Et les partis politiques qui voient un intellectuel comme ça prendre position sur plein de sujets se disent, mais il doit vouloir faire carrière politique. Ce que je veux, c'est qu'il y ait davantage de gens qui s'engagent dans des prises de position citoyennes articulées. Nous ne sommes pas assez nombreux à occuper cet espace-là, sans pour autant penser à s'engager dans un parti politique, sans nécessairement quitter son domaine d'expertise. Moi, je continue de faire de la philo, mais en même temps, je suis un citoyen engagé. Et donc, il y a d'abord avant tout un engagement. Et je vois aussi un engagement de ce genre quand des étudiants sortent dans la rue et se mêlent de plusieurs sujets, et pas simplement des sujets qui les concernent directement. C'est ça. Mais on va revenir à 2012 sans jouer les anciens combattants de ça, et il est nostalgique, mais en 2012, moi j'ai senti que ça allait vraiment faire bouger les lignes à long terme, quand j'ai vu qu'il n'y avait justement pas que les étudiants qui étaient là et qu'à l'appel de M. Champagne, il y avait 300 000 personnes qui se disaient
notre planète va pourrir sur pied. Et il faisait froid. Mais les gens rencontraient du monde. Le fait qu'il y en ait 300 000 et que les rues soient très encombrées pacifiquement, c'est aussi une école de pensée, l'action. Oui, ce printemps érable était un éveil politique absolument formidable. Et ce n'était pas une crise, comme le Parti québécois l'a interprété après. Pour lui, c'était une crise intolérable. Pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire, un éveil politique dont il eût fallu profiter davantage. Et c'est malheureux que le Parti québécois ne l'ait pas fait. Je rebondis sur ce que vous disiez tantôt à propos du rapport aux politiques qui devrait obligatoirement être médié par les partis politiques. Comme si, dès qu'on s'implique en politique, il serait attendu qu'on veuille donc se présenter et devenir politicien, regarder la voie pavée qu'on trace aux anciens leaders de 2012 en disant « Allez-y, présentez-vous en politique » et tout ça. Je pense que c'est symptomatique à la fois d'un monde médiatique qui n'a de compréhension du politique qu'à travers les partis politiques. Bien, présentez-vous aux élections, puis vous organiserez avec vos troubles. C'est vraiment cette vision-là qu'on a du politique. Et de l'autre côté, disons, d'une difficulté dans notre société de trouver des espaces où on peut être engagé politiquement sans que ça ait des conséquences fâcheuses dans le reste de notre vie. Parce qu'il y a ça aussi. Si on veut rester engagé, le formidable métier de professeur d'université le permet, et c'est pour l'instant. Donc, ça, c'est tant mieux. Mais est-ce que c'est le cas de tout le monde? Est-ce que tout le monde se sent à l'aise de pouvoir faire de tels gestes, prendre de telles positions? J'en suis pas certain. Et donc, des jeunes qui veulent continuer leur implication, évidemment, ils peuvent se dire, je vais devenir salarié des mouvements sociaux. Bon, c'est une option, travailler dans le monde communautaire, dans le monde syndical, dans le mouvement féministe, dans le mouvement écologiste. Bien sûr, ça peut être une option. Mais autrement que ça, bien, l'option est toute désignée, c'est allez vers les partis politiques, présentez-vous, devenez député et faites d'avoir des idées, d'avoir des opinions politiques, un métier. Devenez des professionnels du politique. Alors qu'on peut questionner le rôle et l'effet de ces professionnels du politique que je trouve somme toute assez délétères dans notre société, beaucoup plus que porteurs. Alors, les partis politiques sont là à tous les 4 ans ou à tous les 5 ans. Et lorsqu'il y a cet événement démocratique qui survient ensuite, qui s'appelle le processus électoral, les médias ne peuvent autoriser qu'un porte-parole par parti. Alors donc, il y a 2, 3 ou 4 personnes qui peuvent parler pendant toute la campagne. Et il y a 3 possibilités. Il y a 2 partis qui sont au coude à coude. Il y en a d'autres qui ont le vent dans les voiles, puis il y en a d'autres qui sont en chute libre. Ce lexique-là est établi, sclérosé, et n'autorise pas beaucoup de personnalités qui prennent la parole. Alors, c'est ça qu'il faut briser. Alors, on est toujours pris dans les médias parce que c'est comme ça qu'on rejoint les gens. Vous avez raison de dire que les gens ordinaires ne peuvent pas s'engager comme d'autres peuvent le faire, comme l'intellectuel peut le faire. Mais l'intellectuel peut servir de modèle d'une certaine façon, peut-être davantage pour se faire un sens soi-même de ce qui est en jeu, parce qu'il intervient sans parti pris, avec un regard de personnes engagées, avec un regard qui est, encore une fois, celui du citoyen. Alors, je pense qu'on peut rejoindre les citoyens si on peut parvenir à les rejoindre via les médias. Et comment pouvons-nous le faire? Eh bien, moi, je crois beaucoup aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est bien sûr rempli de choses qui sont des pertes de temps, mais c'est en même temps prometteur d'un lien étroit entre une personne qui est politiquement engagée et un interlocuteur qui va être un citoyen bien ordinaire. Alors moi, je fais beaucoup d'échanges sur les réseaux sociaux avec des citoyens qui commencent à peine à prendre position et je pense que leur regard, très souvent, est beaucoup plus riche, intéressant, novateur et prometteur que le politicien sclérosé. Vous êtes d'accord avec ça? Bien oui, dans la certaine mesure où les réseaux sociaux ne se transforment pas comme ils sont en train, malheureusement, de se transformer en des chambres de réverbération. Oui, c'est-à-dire
on a l'impression que ce qu'on y entend surtout, c'est le son de notre propre voix. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est l'effet de notre amour pour tel statut et de notre, du fait qu'on a partagé telle photo de tel petit animal sympathique qui fait qu'on va revoir d'autres statuts comme ça et d'autres photos comme ci, et ainsi de suite, au sens où on devient en fait entouré de ce qu'on a déjà dit qu'on aimait. Et ce qui est intéressant du média généraliste, c'est qu'il nous soumettait à des choses qu'on n'aime pas et qu'on ne connaît pas. Et les réseaux sociaux, au tout début, j'ai l'air de parler de temps antédiluvien, mais en fait, ça ne fait pas très longtemps, hein, 2006-2007, on avait une beaucoup plus grande liberté, on voyait des choses beaucoup plus diverses, c'était d'ailleurs beaucoup plus choquant. Mais maintenant, on est vraiment entouré de nos amis. Le terme est bon sur Facebook. On ne voit que ça. Et ça, ça me semble très, très préoccupant dans la transformation des médias sociaux, sans parler évidemment de toute la question du contrôle de l'information et de la reproduction de l'information par des agences de contrôle, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Narcissisme à plusieurs, c'est ça le problème. C'est ça le danger. Oui, et puis ça fait l'affaire de ceux qui, justement, contrôlent... Il y a un certain intellectuel que je n'apprécie pas particulièrement, Martin Heidegger, qui a quand même dit là où naît le danger, là aussi croît ce qui sauve. Et je pense que quand on a des statuts publics, quand on a plusieurs milliers d'amis, on retrouve ces potentialités que vous décriviez. Peut-être une dernière question. Je parlais tout à l'heure de la fameuse manifestation convoquée par le Jour de la Terre et Dominique Champagne. Et là où moi personnellement, en tant que sociologue de tradition, où je me suis dit, oh, ça commence à sentir bon, si j'ose dire, c'est parce que j'ai vu pas seulement les étudiants, pas seulement les écolos habituels, mais j'ai vu les papas-mamans, j'ai vu les grands-parents, même il y avait des pancartes, grand-père en colère, etc. Et je me suis dit, là, la société est en train d'agir sur elle-même et de se redonner un lieu de débat. Vous savez, dans les fêtes de famille, on ne sait pas trop de quoi parler. Il y a des sujets tabous, on a peur de s'engueuler. Mais peut-être que les sujets liés au commun, à la communauté, à l'orientation de l'action de la société sur elle-même, il y aurait matière à action et à implication. Oui, mais il ne faut pas trop compter sur les manifestations seulement. Le miracle de 2012 ne peut pas se reproduire à chaque année. Et pour cette raison, les luttes doivent s'institutionnaliser. Et pour cette raison, il ne faut pas dénigrer les institutions. Je l'ai fait moi-même un tout petit peu tantôt, je le reconnais, mais c'est par autocritique de l'intérieur de l'université. Mais pour les partis politiques, les institutions universitaires, les institutions démocratiques, je partage le point de vue que ce sont là des acquis qu'il ne faut pas dénigrer. Et s'il faut corriger des choses, c'est de l'intérieur. Mais je pense qu'il y a aussi, évidemment, il y a ce nécessaire trouble dans la cité qu'il faut qu'il surgisse. Mais effectivement, il ne peut pas se passer en continu. Ça ne peut pas être un flux continu de mobilisation constante. Slavoj Žižek récemment disait on ne peut pas être tous les jours en réunion pour faire de l'activisme et de la mobilisation. Malheureusement, force est d'admettre qu'il a plutôt raison. On veut aussi faire autre chose. Cela dit, il concluait, Žižek, en disant « Donc, laissons à d'autres le fait de s'occuper de gérer la société. » Et c'est là où mon rapport est trouble avec ce rapport-là. Je ne dis pas qu'il faut tout gérer, tout le monde ensemble, tout le temps, en Assemblée générale, lever des cartons, puis bon, faire tout ça. Je l'entends bien. Mais il me semble qu'on a encore beaucoup d'espace pour démocratiser notre société, pour que les gens prennent de la place dans les décisions effectives. Je pense que la plupart des gens ont l'impression que leur échappe la prise de décision sur leur quotidien. Et leur en donner un bout, s'organiser pour en prendre une partie, il me semble qu'il y a en masse de place. On peut encore faire beaucoup de gains. En Suisse, les référendums d'initiative populaire, le fait qu'il y en ait régulièrement, ce n'est pas de la démocratie représentative une fois tous les 4 ans. Ça, c'est trop décourageant. S'il faut attendre 4 ans que les choses se modifient, c'est décourageant et les gens se désengagent. Mais si les gens sont impliqués par des référendums
que les gouvernements organisent, mais que les citoyens peuvent initier aussi, ça change complètement la donne. Ben, merci beaucoup. Je pense que c'est... Moi-même, je n'ai pas perdu mon temps. C'est le moins qu'on puisse dire. Si vous permettez quelques livres, je ne fais pas, vous savez, je n'ai pas une pile là, comme Bernard Pivot, je ne me prends pas pour lui d'ailleurs, mais c'est juste pris dans ma bibliothèque et en me disant ça peut aider des gens. Michel Seymour, profession philosophe. C'est bon, hein? C'est cool. Faites-en un deuxième. C'est pas Et puis, j'ai noté, oui, c'est ça, sous la direction de Michel Seymour, la reconnaissance dans tous ses états. Titre très, très provocateur. J'ai pas amené de livre de Simon Tremblay-Pepin, mais Vous avez bien fait. l'Iris. Il en produit tellement. L'Iris. Vous êtes dépossédé de... Oui, la dépossession de l'Iris avec les 15 ans, j'avais rajeuni tout à l'heure. Michel Seymour aussi, une idée de l'université, proposition d'un professeur militant, un livre qui avait fait beaucoup de vagues à l'époque, et j'espère que les marées vont reprendre. Quelques livres aussi, Ricardo Petrella, Le bien commun, on connaît cet homme qui aime beaucoup le Québec, aux éditions Laborde. Un débat, et ça c'est rare, qui civilise les différences et qui permet d'aller un peu plus loin entre Alain Badiou, qui est plutôt un gauchiste, on va dire, et Marcel Gauchet, qui est plutôt un néolibéral intelligent et de bon ton, dans la collection des éditions philosophiques. Que faire? Dialogue sur le communisme, le capitalisme et l'avenir de la démocratie. On est en plein dans notre sujet. Refaire société, la République des idées, une préface de Rosan Vallon aux éditions du Seuil. Et puis, ça, c'est ma belle découverte de l'été dernier. C'est mon petit préféré, celui-là, vraiment. Quand je suis sorti de là, j'avais l'impression d'avoir vraiment, de m'être nourri substantiellement. Pierre Dardot, Christian Laval, Commun, essai sur la révolution, vous n'ayez pas peur, au XXIe siècle. Et puis peut-être, évidemment, mais ça c'est un ancien collègue, Michel Vievorka, Le printemps du politique, pour en finir avec le déclinisme. Et je pense que vous avez été des artisans de ça beaucoup aujourd'hui sur le plateau de Dialogue. J'espère que vous avez pu nous suivre jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau dialogue.